pour ce dossier consacré en grande partie à ces gestes de prévention qu'on peut mettre en place dans son quotidien pour rester au top de sa forme, c'est Léa Vauquier qui est en studio avec nous ce matin. Bonjour Léa. Bonjour. Vous êtes docteur en pharmacie, l'autrice du livre Les conseils pharma de Léa aux éditions Marabout. Et ce que j'ai pas dit, c'est que vous êtes aussi spécialiste en micronutrition. Alors moi, je vous avoue, je sais pas trop de quoi il s'agit parce qu'il y a la chrono, la micro. C'est quoi exactement la micronutrition ? Alors la micronutrition, on s'intéresse aux micronutriments. Donc le but de la micronutrition, c'est de venir satisfaire les besoins en micronutriments chez les individus. Et ça va passer par des mesures nutritionnelles. Donc d'abord la santé dans l'assiette, rééquilibrer, vraiment essayer d'avoir une hygiène de vie alimentaire optimale. Et si besoin, on va venir supplémenter de manière très personnalisée pour optimiser en fait les fonctions les fonctions, prévenir le risque d'apparition de certaines maladies et optimiser les performances et bien évidemment venir corriger certains troubles fonctionnels. Un trouble fonctionnel, ce ne sont pas des maladies, il n'y a pas de lésions organiques, mais pour autant, il y a une plainte de la part du patient. Bon, c'est vrai que la micronutrition, c'est un terme hyper à la mode. Moi, j'arrête pas d'entendre parler de ça. Je vois aussi beaucoup de compléments alimentaires à base de micronutriments. C'est pas, parfois j'ai l'impression que c'est un peu du marketing. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, ça a été très remis en avant avec la crise du coronavirus, puisqu'on a beaucoup parlé de la vitamine D et du zinc. Alors bien sûr, nous, en tant que professionnels de santé, c'est des choses qu'on savait déjà. Mais pour autant, il y a un constat très clair aujourd'hui, c'est que de par l'alimentation, on ne va pas pouvoir vraiment apporter en quantité suffisante tous les micronutriments. Et ça, c'est dû à plusieurs phénomènes. De par l'industrialisation déjà de l'alimentation, il y a une déperdition nutritionnelle des aliments. En fait, les micronutriments, ils n'ont pas de valeur énergétique. Ils ont une valeur, ils apportent en fait, ils sont essentiels à toutes les réactions qui. C'est quoi un micronutriment par exemple ? Citez-nous en les un. Vitamines, Voilà, les minéraux, les oligo-éléments. Mais ça. moi, j'intègre aussi dans la micronutrition tout ce qui est phytonutriments, donc qui vient des plantes, et aussi tout ce qui est oméga 3, probiotiques. Tout ça, ça fait partie de la micronutrition. En fait. On est d'accord, ça c'est pas possible uniquement par l'alimentation quand on se nourrit pas correctement. Si on est vraiment accro à la bonne cuisine, qu'on cuisine beaucoup, etc. Normalement, on peut avoir un régime alimentaire correct. Vous croyez à rien du tout, vous. Mais non, mais la plupart des médecins disent que si on mange équilibré, malheureusement, et de façon traditionnelle, en cuisinant. C'est pas tout à fait exact, puisque de part, il y a certaines personnes qui vont avoir des traitements médicamenteux, et ces traitements vont entraîner des déperditions micronutritionnelles. Je vous prends un exemple très simple de la pilule contraceptive. Elle entraîne des déperditions en vitamine B. C'est ce qui fait que d'ailleurs le risque cardiovasculaire est augmenté. Quand vous êtes stressé, vous avez une perte de magnésium. Et malheureusement, dans l'alimentation, c'est très compliqué. D'ailleurs, il y a des études qui le prouvent, qu'on ne peut pas avoir les apports en magnésium suffisants. Il y a 80% de la population qui n'a pas les apports en magnésium suffisants. Et en plus, quand on est stressé, on en perd dans les urines. Donc, c'est un double... Par contre, on est d'accord que qui dit naturel dit pas forcément sans risque, sans effet secondaire. Ah, tout à fait. Alors, la micronutrition, c'est une discipline qui doit absolument être personnalisée. Parce que comme tous les outils, les compléments alimentaires sont des outils en fait. S'ils sont mal utilisés, eh bien ils peuvent être dangereux. Par exemple, quelqu'un qui n'a pas besoin de fer, à qui on va le supplémenter en fer, eh bien là ça peut avoir un effet pro-oxydant, donc être délétère pour les cellules. Donc par exemple, on ne se supplémente pas en fer tant qu'on n'est pas sûr d'avoir un déficit. Jamais à l'aveugle, il faut toujours avoir un conseil médical quoi qu'il en soit. Voilà. C'est ça, après il y a certains micronutriments qu'on va pouvoir prendre à l'aveugle. Genre lesquels ? Genre un antioxydant l'acide alpha-lipoïque, c'est un antioxydant qui permet de régénérer tous les antioxydants. Donc même s'il est en quantité un petit peu supérieure, c'est pas gênant. Le magnésium aussi, il y a franchement peu de risques. On peut pas faire d'overdose de magnésium. Non. Parce qu'en plus il y a des micronutriments qui ne se stockent pas. On les élimine en fait dans les urines. Mais bon, ça sert à rien de les prendre si on n'en a pas besoin, quoi. On est d'accord. Et qui dit naturel, c'est important de le préciser aussi, dit pas forcément sans danger et sans effet secondaire. Ça, c'est important de le souligner. Alors, pour être en bonne santé, avoir une bonne immunité, notamment, ça nous intéresse particulièrement à cette période de l'année. Les virus débarquent. Là, on en a bien conscience autour de nous. Les enfants sont tous malades, nous aussi. Comment on s'y prend, justement? Vous dites, je crois que ça commence déjà par chouchouter son intestin, ses intestins et son intestin, pardon, et sa flore intestinale. C'est ça l'histoire, en fait. Tout à fait. En fait, le microbiote intestinal, donc c'est l'ensemble des bonnes bactéries qu'on a dans l'intestin, eh bien déjà la muqueuse digestive c'est une barrière en soi, donc elle va faire barrière contre les micro-organismes qui peuvent être présents dans l'alimentation, les pesticides et aussi les toxiques qu'on a en nous. Donc déjà de par ce maintien de la barrière, il faut bien entretenir son intestin pour que la barrière soit bien efficace. Et deuxième point important, c'est que 70% de nos cellules immunitaires se trouvent dans notre intestin. Et c'est nos bonnes bactéries, notre microbiote, qui éduquent les cellules immunitaires. Donc si vous avez
votre intestin qui est perturbé, votre microbiote, ce qu'on appelle une dysbiose, eh bien, vous pouvez être sûr que votre immunité sera moins performante. Donc c'est d'où l'intérêt de se complémenter très rapidement. Quand on a une rhinite, ça arrive beaucoup en ce moment, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors moi, je préfère largement conseiller des plantes, puisque dans les plantes, enfin dans les phytonutriments, on va avoir une action anti-inflammatoire, antibactérienne, antivirale. Ce que ne font pas des molécules comme par exemple une rhinite, il y a un écoulement nasal. Souvent en pharmacie, on va nous demander de la pseudoéphédrine. C'est un vasoconstricteur, mais ça va juste avoir un effet symptomatique. On va pas enrayer l'infection. Des effets secondaires avec ces médicaments-là aussi. Exactement, Attention. risque d'AVC, c'est contre-indiqué chez les hypertendus. Voilà. Donc c'est, moi au comptoir, je préfère largement conseiller des plantes comme l'échinacée, comme le shiitake, qui contient des bêta-glucanes. C'est des molécules qui vont permettre d'optimiser l'immunité naturelle. Alors vous allez rester avec nous, Léa Vauquier. On va poursuivre cet entretien dans quelques instants. On va revenir un peu sur certaines notions de micronutrition et voir justement comment l'utiliser dans notre vie quotidienne pour diminuer notre niveau de stress, par exemple, ou même peut-être pour retrouver un sommeil de qualité. Alors restez avec nous sur Europe 1 car on vous chouchoute vraiment ce matin. 11h30 sur Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez et Julia Vignali. Vous êtes sur Europe 1 et c'est bien fait pour vous, votre émission dans laquelle on prend soin de votre santé. On vous donne nos meilleurs conseils de prévention, notamment ce matin avec notre invité. C'est vous, Léa Vauquier. Vous êtes docteur en pharmacie, l'autrice du livre Les conseils pharma de Léa aux éditions Marabout. Alors j'ai une petite question personnelle. Enfin, c'est pas encore une. Non, c'est pas pour moi. C'est pour sa main, je crois. Non, c'est pour une amie. Alors chaque année à la même période, début novembre, elle a des boutons de fièvre. Elle s'appelle Mélanie Gomez. N'importe quoi, j'en ai jamais eu. Comment on peut expliquer ça et avez-vous des trucs, des conseils du côté de la micronutrition peut-être pour l'aider? Alors le bouton de fièvre, c'est dû à un virus qui s'appelle le virus de l'herpès simplex de type 1 et il va se réactiver sous des phénomènes, on va dire mécaniques, par exemple suite à une exposition solaire ou un stress intense. Voilà, on a le bouton de fièvre qui sort et souvent il sort au mauvais moment d'ailleurs, ce qui est assez gênant. Vous voulez dire au moment d'un examen ou d'une rencontre amoureuse? Exact, ouais, voilà. On peut stresser avant ce genre de truc, donc effectivement c'est le moment de la réactivation du virus. Tout à fait. Et donc on va pouvoir effectivement en micronutrition limiter la récurrence des crises et l'intensité. Donc en fait il faut bien comprendre que le virus de l'herpès, il a besoin d'arginine pour se développer. C'est un acide aminé qu'on trouve dans l'alimentation et il existe un autre acide aminé qui va venir antagoniser, bloquer, contrer cette arginine. Ce qui va faire que du coup le virus va avoir du mal à se développer et on va pouvoir venir prévenir le risque de récidive et traiter l'intensité. Donc cette deuxième acide aminé s'appelle la lysine. Et alors ça on trouve dans quel aliment? Alors la lysine on la trouve dans tout ce qui est aliments protéinés, donc gibier, volaille, produits laitiers. Bon, manger du poulet tous les jours. Voilà. Mais on va également pouvoir l'amener sous forme de petits comprimés de lysine. Ah d'accord. En préventif, donc 1 à 2 grammes par jour si vous avez tendance à faire des crises assez régulières. Et en curatif, on augmente la posologie. Alors on va parler maintenant du stress. L'un des chapitres de votre livre y est carrément consacré. Il y a différentes phases du stress, vous dites. Alors, expliquez-nous comment ça fonctionne. Alors, tout d'abord, il y a la phase d'alarme. C'est, par exemple, quand j'arrive ici, j'ai le cœur qui palpite. Les mains qui tremblent un petit peu. Les mains qui tremblent un petit peu, voilà. Ça, c'est la phase d'alarme. C'est lié à la sécrétion par les glandes surrénales, c'est des petites glandes qui sont au-dessus des reins, de catécholamine, donc noradrénaline et l'adrénaline. Donc, on a la palpitation. C'est un peu ça, c'est le bon stress, on va dire, non? Voilà, exactement. C'est une réaction physiologique normale de défense. C'est comme un animal qui serait face à un prédateur et qui va tout de suite voir le prédateur qui va avoir envie de s'enfuir. Vous avez vu qu'on était des gentilles prédatrices, donc voilà. Donc, du coup, je me serais détendue et là, voilà. ça va. Et ensuite, il va y avoir la phase de résistance. Donc là, on va commencer à sécréter du cortisol. C'est une hormone qui va permettre d'aider l'organisme à s'adapter au stress. Et dans cette phase de résistance, eh bien, il y a certains micronutriments comme le magnésium, certains neurotransmetteurs comme le GABA qui vont diminuer. Et donc cette phase de résistance, pareil, là, il va y avoir des modifications physiologiques. Puis après, on va passer en phase d'épuisement. Et c'est là où ça devient dangereux puisque c'est là où on peut, entre guillemets, approcher du burn-out. Et quand on passe dans un stress chronique, donc qui peut nous mener à une phase d'épuisement, eh bien, c'est le siège pour le développement des maladies chroniques et des manifestations délétères du stress. Mais si je vous suis, Léa, ça veut dire que si, quand je stresse, je perds du magnésium, il faut que vous m'en donniez pour que j'aille mieux. C'est ça l'idée? Alors on prend quoi quand on est stressé? Alors, déjà, première des choses, si vous savez que vous avez une période de stress, le magnésium.
Après, toutes les formes de magnésium ne sont pas équivalentes. C'est pour ça qu'il y a des différences de prix dans les pharmacies. Vous avez des période d'examen, par exemple, on voit beaucoup des cures de magnésium en publicité partout, comme ça, avant le bac, etc. Oui, mais c'est parce qu'en fait, c'est prouvé. Les besoins sont augmentés et on en perd dans les urines de par le mécanisme que je vous ai expliqué. C'est lequel le bon, alors, dans période d'examen, par exemple? Alors moi, je conseille les magnésiums chélatés, c'est-à-dire qu'ils sont accrochés à un petit acide aminé, ce qui fait qu'ils passent mieux dans la barrière digestive. Ils sont mieux absorbés. Le magnésium marin, malheureusement, il n'est pas très cher, mais il y a 70% qui repart. Bon, donc demandez à votre pharmacien le jour où vous en avez besoin un magnésium chélaté. On prend que du magnésium si on est un peu stress? Non. Alors après, va y avoir des plantes adaptogènes qui sont extrêmement intéressantes, comme la rhodiole. Moi, c'est une plante que j'adore. C'est pas pour la concentration, la rhodiole? Oui, c'est une plante que j'aime beaucoup conseiller justement aux étudiants parce que ça favorise la concentration, mais ça va aider vraiment l'organisme à s'adapter. C'est-à-dire que ça va ni exciter ni endormir. C'est un peu une plante magique. Moi, j'aime bien conseiller aux gens de trouver les choses aussi dans leur assiette. Dans quoi on a beaucoup de magnésium, par exemple? Alors, vous en avez dans le chocolat noir. Ah, ben voilà. Je préfère ce genre de conseils, là. Ça, c'est bien. Vous en avez dans tout ce qui est fruits à coque, dans les amandes. Donc, idéalement, voilà, le goûter idéal, un carré de chocolat noir, une banane et éventuellement des amandes. Ça, c'est le goûter idéal. Vous en pensez quoi du griffonia? Alors, le griffonia, c'est une plante qui est source de 5-hydroxytryptophane. Donc, le 5-hydroxytryptophane, c'est le précurseur direct de la sérotonine. Et il a l'avantage de passer directement dans le cerveau. Donc, en fait, c'est pour ça qu'elle a toujours la patate et qu'elle est de bonne humeur. Par contre, il y a des contre-indications à utiliser cette plante, c'est d'être sous antidépresseur. Et ça fait bafouiller, ça fait bafouiller aussi, Julia. Non, mais c'est super, c'est très efficace, le griffonia. Ah, mais moi, je suis sur un nuage, depuis que je prends du griffonia. Mais il faut peut-être arrêter, d'ailleurs. Est-ce que ce genre de traitement, faut le prendre toute l'année? Alors, on conseille toujours de faire des pauses. Après la phyto, il faut quand même, il y a toujours un petit délai d'action, donc il faut au moins 10-15 jours avant. Julia, ça fait quelques mois qu'elle se dope avec ça. On peut faire une overdose de griffonia, de sérotonine? Non, si, ça existe le syndrome sérotoninergique, mais voilà, à des doses. On en a parlé lundi dans les compléments alimentaires. Lundi avec l'endocrinologue justement, Madame Le Cornet-Socol, et donc il y avait effectivement, elle disait que c'était extrêmement rare, les surdoses entre guillemets de sérotonine. Vous voulez dire, on peut pas mourir de bonne humeur, quoi? Bah tant mieux, c'est une bonne nouvelle. Alors justement, on va rentrer dans la période de fameuses déprimes saisonnières, dépressions saisonnières. Qu'est-ce qu'on doit prendre selon vous pour garder le moral? Est-ce que le griffonia de Julia suffit, ou est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez dans la micronutrition justement pour nous aider à remonter un peu cette sérotonine? Alors il y a une autre plante qui est très intéressante, c'est le safran, puisqu'il va aussi être dopaminergique. Et d'ailleurs, on retrouve des compléments alimentaires, il est souvent associé au griffonia. Donc c'est une synergie qui est intéressante. Le safran, pareil, donc dopaminergique, sérotoninergique. La dopamine, c'est l'hormone qui va permettre l'hormone du plaisir et du bien-être. Donc à la déprime saisonnière, en fait, vu qu'il y a un allongement, pourquoi la déprime saisonnière, c'est bien de repartir sur ça, c'est parce qu'en fait, il y a manque de soleil, il y a un manque de soleil, et du coup, il peut y avoir une désynchronisation de la mélatonine avec le cortisol qui est sécrété la journée, et pareil avec la dopamine et la sérotonine. Et si je peux me permettre, mais de passer le plus de temps dehors, surtout même s'il fait pas beau, ça sert aussi. On peut faire la luminothérapie. Ça marche bien également. Alors, est-ce que vous avez des astuces pour ceux qui auraient, par exemple, des difficultés à s'endormir la nuit? En plus, il y a le changement d'heure là qui approche dans la nuit de samedi à dimanche à 3h du matin, donc ça va être vraiment cafard. Juste au moment où vous vous levez, ça tombe bien. Moi, je vais pas voir la différence. Dites-moi comment on peut gérer le sommeil. Alors déjà, il y a des mesures d'hygiène de vie à appliquer, donc éviter de consommer des boissons excitantes le soir, l'alcool, le thé, le café, les boissons trop sucrées, éviter les écrans malheureusement. Mais en termes de micronutrition? Et en termes de micronutrition, bien sûr. Alors tout dépend d'où vient l'insomnie. Est-ce que c'est dû à un décalage horaire? Enfin, tout dépend de l'activité de la personne. On va personnaliser le conseil. Par exemple, la mélatonine, on en parle beaucoup. Chez les personnes âgées, la mélatonine, elle est sécrétée par une glande qu'on a dans le cerveau, la glande pinéale. Quand on vieillit, cette glande, elle se calcifie, elle sécrète moins de mélatonine. Donc, par exemple, chez les personnes âgées en général, quand on vieillit, on a une moins bonne qualité de sommeil. Donc, la mélatonine est intéressante. Après, pour les personnes qui auraient plus des insomnies, des difficultés à s'endormir, il va y avoir des plantes comme la valériane, comme l'écholdia, comme le houblon. Il y a des preuves scientifiques de l'efficacité de bien sûr, et qui vont permettre de favoriser la détente, de relaxer, d'augmenter la sécrétion de GABA. Et il y a un acide aminé qui est très intéressant, c'est la théanine, qui permet d'augmenter le GABA. Le GABA, c'est un neurotransmetteur qui permet de calmer et de favoriser un sommeil de bonne qualité. Et très rapidement, qu'est-ce qu'on mange avant de dormir pour bien dormir? Alors, le soir, évitez des
protéines animales en trop grande quantité. L'idéal, c'est de favoriser un repas plutôt léger, avec des sources de tryptophane, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, que vous pouvez trouver des sources de tryptophane. Donc vous allez retrouver plutôt à 16 heures, donc avec les amandes, les fruits, les légumineuses, et avec du chocolat. Excusez-moi. Non, je sais pas. C'est pas les chocolats? Non, avec j'aimerais bien un index glycémique assez élevé pour favoriser en fait le passage du tryptophane dans le cerveau et augmenter la sérotonine qui en fait après se transforme en mélatonine. Bon moi j'ai tout compris. Je vais continuer. Désolée, mais non, mais prenez du rhodiola comme moi. Alors. Voilà, exactement. Je vais faire ça. Non, c'est le griffonia que vous prenez. Oui, mais le rhodiola aussi pour me concentrer. C'est très pratique. Merci beaucoup Léa pour tous vos conseils bien-être. Et merci Mélanie, elle me fait rire de vous avoir expliqué ce qu'est la micronutrition. Alors, qu'est-ce qui se passe, Mélanie? On va faire gagner le livre de Léa sur notre compte Instagram. Donc vous pouvez le voir. Donc c'est les conseils pharma de Léa chez Marabout. Donc n'hésitez pas à regarder sur notre compte Instagram. On va faire gagner un ouvrage.